Donc bonjour à tous. Adam et moi-même sommes biologistes à l'EFS et nous venons vous présenter un travail qui a été fait avec un groupe de biologistes piloté par France Pyrène. Et donc nous sommes un peu moins de 15 biologistes de l'EFS répartis un peu partout sur le territoire. Et nous travaillons sur les problèmes de transfusion, la transfusion complexe chez les drépanocytaires, afin de pouvoir optimiser, sécuriser cette transfusion au maximum et avoir des protocoles pour essayer de prendre au mieux en charge au niveau transfusionnel. Alors, c'est bien qu'on puisse vous donner l'existence de ce groupe de travail parce que c'est vrai que toutes les régions sont représentées dans notre groupe de travail et c'est important quand un clinicien accueille un drépanocytaire de savoir qu'il peut faire appel à l'EFS et de prévenir l'EFS de son établissement parce que régionalement, de toute façon, il y a des biologistes qui ont été formés ou qui ont une expertise particulière pour la prise en charge de la transfusion des drépanocytaires. Euh, donc, euh, juste un rappel sur ce qu'est la DHTR. Donc, c'est cette hémolyse, c'est une complication post-transfusionnelle. C'est une hémolyse qui arrive entre 2 et 21 jours après une transfusion, qui se manifeste par des crises vaso-occlusives, des STA, qui sont des manifestations cliniques qui sont plus importantes que les crises initiales qui ont justifié la transfusion précédente. Et donc, ces phénomènes d'hyperhémolyse avec une destruction importante des globules rouges qui ont été transfusés, mais aussi des globules rouges du patient, qui font que, en fait, l'hémoglobine post-transfusionnelle devient inférieure à ce qu'elle était avant la transfusion. On observe une réticulopathie associée à cette baisse du taux d'hémoglobine. Et quand on fait un bilan immunohématologique, dans 30% des cas, on ne retrouve pas d'anticorps qui auraient pu provoquer cette hémolyse. Donc, Adam en reparlera un peu plus tard. Et on sait que quand on retransfuse ces patients, on risque d'avoir une exacerbation de l'hémolyse avec parfois mise en jeu du pronostic vital. Et on sait que ces patients qui ont eu un antécédent, les patients qui ont eu un antécédent de DHTR ont des récurrences possibles lors de transfusions ultérieures. C'est un événement qui est actuellement sous-diagnostiqué, qui commence à être mieux diagnostiqué, mais qui est sous-déclaré. Vous voyez qu'on a une augmentation quand même des déclarations entre 2023. C'est pas parce qu'il en arrive plus, mais c'est parce qu'elles sont plus déclarées. Hein. Donc en 2023-2024, on a une augmentation de ces événements déclarés. Il y a 2 décès en 2023, 2 décès en 2024. Actuellement, en 2025, vous voyez qu'on a 23 DHTR déclarés, dont 6 de grade 3. Le grade 3, c'est le passage en réanimation. On voit que la fréquence, elle n'est pas du tout négligeable, hein, puisque si on se place en fréquence pour 100 000 CGR, on est aux alentours de 58 en fréquence. Alors actuellement à l'EFS, on a quand même des procédures déjà pour la prise en charge des patients drépanocytaires, quels qu'ils soient, pour la sélection des CGR. Et ces modes opératoires qui ont été mis en place, c'était pour diminuer l'incidence de l'ADHTR chez ces patients. Donc, on a déjà ce mode opératoire où on indique les données à faire figurer absolument dans le dossier informatique EFS, c'est-à-dire déjà savoir que c'est un drépanocytaire. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on ait un contact avec le clinicien, un appel, parce qu'on recueille aussi les données de l'hémoglobine de base, les antécédents transfusionnels dans d'autres régions. Alors, ça, on peut le voir maintenant qu'on a une banque nationale des patients d'intérêt, mais voilà, pour recueillir, on ne sait pas s'ils ont été transfusés ailleurs, s'ils viennent d'arriver sur le territoire national, est-ce qu'ils ont été transfusés avant. Toutes ces données, on essaye de les colliger dans leur dossier informatique à l'EFS. Et on a des protocoles de sélection des globules rouges, des concentrés de globules rouges, avec notamment des protocoles transfusionnels.
d'emblée, à minima, un patient drépanocytaire, il va avoir un protocole phénotypé RHKL, c'est-à-dire qu'on va respecter son phénotype RHKL et on fait systématiquement une épreuve de compatibilité. Et on fait aussi leur phénotype étendu pour savoir si on adapte un protocole transfusionnel en fonction de plusieurs éléments. On différencie en fait dans ce protocole les patients qui ont un risque faible ou élevé de DHTR. Pour ça, on utilise un score qui a été mis au point et qui prend en considération 3 paramètres: les antécédents de DHTR, le nombre de culoglobulaires qui ont été déjà transfusés aux patients drépanocytaires et la présence ou non d'alloanticorps. Et donc, on distingue on a des attitudes différentes transfusionnelles pour les patients transfusés chroniques ou transfusés ponctuellement, mais qui ont un risque faible de DHTR, pour les patients transfusés ponctuellement avec un risque élevé de DHTR. Donc, on n'aura pas le même choix des culoglobulaires et la même conduite. Et puis, dans ce mode opératoire actuel, on décrit la conduite à tenir quand on valide le test de RAI, la recherche d'agglutinine irrégulière qui est systématique pour toute transfusion. Hein. Mais chez un patient drépanocytaire, on est beaucoup plus alerté et on est beaucoup plus vigilant, savoir s'il faut faire des techniques sensibilisées ou pas. L'architecture de notre nouveau mode opératoire, EFS, il est parti d'une réflexion menée autour de ces 30% de DHTR qui sont dites DHTR sérologiquement négatives. Donc, plusieurs hypothèses ont été évoquées. La première, c'est des absences réelles d'allo-anticorps. Toi, Adam. Oui, par des mécanismes non allo-humains, notamment par l'activation du complément via l'âme libre. Aussi des mécanismes de cétotoxicité indépendants des anticorps. On peut évoquer le rôle potentiel des cellules NK. Mais aussi, et là on a beaucoup travaillé, c'est un peu notre boulot aussi, sur des anticorps qui ne sont pas édictés, qui sont passés, travailler les mailles du filet, on peut dire. Je vais illustrer ça à travers 2 exemples un peu classiques en transfusion quand on ne trouve pas d'anticorps. Il y a 2 situations un peu classiques. La première, c'est les anticorps antiprivés et les anticorps évanescents. Si on commence par les anticorps dits antiprivés, qu'est-ce que c'est qu'un antigène privé? Un antigène privé, c'est un antigène qui est très faiblement représenté dans la population générale, généralement inférieur à 1 ou 2% dans la population générale. C'est des antigènes qui sont restreints à certaines familles ou à certains groupes ethniques. Pourquoi ces anticorps échappent à la détection par nos méthodes de routine, nos méthodes de laboratoire immunohémato? Parce que les RAI, c'est pour une raison simple, parce qu'on utilise dans nos laboratoires, on utilise des hémacytests, des globules rouges tests, qui sont produits par des donneurs de la population générale, c'est-à-dire en France, par des populations caucasiennes. Et ces hémacytests ne portent pas ces antigènes dits privés. Donc, quand on fait une RAI avant transfusion, ces anticorps-là n'accrochent pas parce qu'il n'y a pas d'antigène en face, donc ça passe et on rend un RAI négatif. Et même quand on passe avec des techniques dites sensibles, mais c'est pareil, le problème est le même, c'est même si on augmente en sensibilité, ces hémacytests, ces globules rouges tests restent des globules rouges qui ne portent pas cet antigène. Donc c'est pareil, donc on peut passer à côté d'un anticorps dirigé contre un antigène privé. Et le troisième examen qu'on fait de façon systématique pour tous les drépanocytaires, ce qu'on appelle les épreuves de compatibilité au laboratoire, c'est le seul examen qui est capable d'arrêter ces anticorps dirigés contre ces antigènes de faible fréquence, sauf que parfois c'est pas assez parce que la concentration de l'anticorps n'atteint pas le seuil de détection de cette méthode, qui fait que cette fois-ci encore on le détecte pas. De manière très schématique, je vous ai mis un petit schéma juste pour expliquer tout ça. Si on prend un patient drépanocytaire, un patient ou une patiente, il y a une première stimulation. Voilà. Il y a une première stimulation par une transfusion dans le passé, par une grossesse, ou tout événement immunisant. Donc, il peut être exposé à cet antigène. L'anticorps
Ah oui, pardon, juste pour le diagramme. Donc, en ordonnée, vous avez la concentration de l'anticorps. Après, on abscisse donc le temps. Et je vous ai mis le seuil de détection des techniques. Plus elle est basse, plus elle détecte mieux les anticorps. Je vous ai mis les deux traits RAI standard et RAI TIA PAP, c'est les techniques sensibilisées en gris discontinues parce qu'elles sont inefficaces devant les anticorps antiprivés. Et en vert, le test de compatibilité, seul examen qui est capable d'arrêter les antigènes, les anticorps antiprivés. Donc, le patient est exposé une première fois. Il y a la cinétique de l'anticorps, donc il augmente en concentration. Il augmente. Il y a une demande de transfusion. On fait une RAI et une compat qu'on fait systématiquement à tous les patients. Donc, on arrive là. Donc, on arrive là. Les techniques standards, ça ne le détecte pas. Les techniques sensibilisées, ça ne le détecte pas. La compat, c'est pas assez pour le détecter. Donc, ça passe à l'as. On vous rend des compats négatives, RAI négatives, et vous transfusez. Sauf que, quand on transfuse à ce seuil-là de concentration de l'anticorps, quelques jours après ou quelques semaines, le patient, il risque de faire ou il fait un DHTR. Et quand il fait un DHTR, quand on va explorer, on va utiliser les mêmes techniques. Et là, c'est pareil, les techniques standards sensibilisées, elles ne détectent pas. Et on n'a pas un moyen pour le rattraper avec notre technique parce que le seul moyen, c'est d'avoir les tubulures de CGR en cause, mais on aura actuellement dans nos pratiques, on garde pas les tubulures. Donc, on n'a pas de matériellement dans un laboratoire de routine, on pourra pas le détecter. On va vous rendre DHTR sans anticorps, alors qu'on a. Ça, c'est pour les antiprivés. Après, il y a l'autre cas aussi un peu classique, c'est les anticorps dits évanescents. Anticorps évanescents, c'est un anticorps qui, après une première stimulation, il monte et après, il décroît en concentration assez rapidement. C'est pas comme les autres anticorps, notamment les anticorps anti-RH1. On peut citer l'exemple des femmes âgées qui ont un anti-RH1, même 40 ans après, au moment où il n'y avait pas de la prophylaxie anti-RH1, elles ont fait des grossesses, ils ont des RAI positifs qui restent 40 ans après, ils restent vraiment très très hauts. Un anticorps évanescent, c'est un anticorps qui monte en concentration, après il descend. Là aussi, c'est pareil de manière très très schématique. On voit le patient, il est là, l'anticorps il est faible, il y a une transfusion, il monte. Si on fait que les examens de routine, une test de compatibilité plus une RAI classique, on détecte rien. Il revient, on retransfuse. Cette fois-ci, c'est une restimulation. L'anticorps il monte très haut et on voit, il va faire un DHTR à ce niveau-là. Si on explore comme on explore habituellement, donc on ne trouve rien. Si on fait pas de technique sensibilisée à ce moment-là, on l'aura pas. Donc il va échapper l'identification. Et l'intérêt, c'est de dire aussi, et ça aussi, c'est pour ça qu'on a réfléchi dans le MODOP, c'est comme s'il est évanissant, donc il monte et il descend, on ne sait pas à quel moment il monte et il redescend. Donc l'intérêt ici, pour pouvoir l'identifier, c'est de répéter les examens dans le temps, notamment tout près de DHTR. On a élaboré un document pour faire cette surveillance post-transfusionnelle des patients qui ont un haut risque de DHTR. Et l'objectif du mode opératoire, c'était donc, du fait de tous ces écueils qu'on avait rencontrés, d'améliorer les modalités de surveillance biologique et clinique des patients drépanocytaires à risque de DHTR et notamment d'insister sur la réalisation d'un bilan à 24 heures de la transfusion, qui n'est pas fait actuellement, qui n'est pas généralisé actuellement, parce que ce bilan à 24 heures après la transfusion va nous permettre d'avoir des données de référence pour la surveillance et le diagnostic d'un possible DHTR. Et puis, on a fait aussi ce mode opératoire pour pouvoir optimiser la recherche des anticorps par l'utilisation de techniques sensibles et par la répétition des examens IH dans le temps après une DHTR suspectée ou confirmée. Et donc, les patients qui sont concernés, on vous l'a dit, c'est les patients avec des antécédents de DHTR qui nécessitent une nouvelle transfusion et également des patients drépanocytaires non connus, en tout cas à l'EFS ou non connus ou très peu transfusés, qui ont reçu moins de 12 culoglobulaires dans leur vie, quel que soit leur âge. Donc, on a rajouté une consigne
pour le mettre dans le dossier transfusionnel pour ces patients spécifiques, les patients concernés. Et cette consigne, elle va s'éditer sur la fiche transfusionnelle lorsqu'on délivrera le culot globulaire. Donc, c'est une consigne qui est la suivante. Ce patient rentre dans des critères de surveillance post-transfusionnelle renforcée, réalisée sous 24 heures après transfusion, une électrophorèse de l'hémoglobine, une NFS avec des réticulocytes, une bilirubine et un dosage des LDH. Et ça, on va aussi prendre contact avec le clinicien pour le dire aussi, parce que c'est vrai que la fiche de délivrance, elle va être vue par les soignants qui vont transfuser. Il faut aussi qu'on informe le clinicien. Et cette surveillance post-transfusionnelle immédiate, c'est-à-dire sous 24 heures, donc on le dit dans la phrase, il faut faire une numération formule sanguine avec les réticulos, un dosage de bilirubine totale, la LDH et une électrophorèse de l'hémoglobine, parce que c'est cette hémoglobine-là qui va permettre d'avoir un chiffre de base pour pouvoir voir la décroissance après, rapide ou pas de décroissance, et pour pouvoir améliorer la prise en charge. Et puis à l'EFS, on va conserver les tubulures des culots qu'on va transfuser elles seront conservées à 4 degrés pendant 1 mois parce qu'elles vont pouvoir permettre de faire des épreuves de compatibilité sur les prélèvements qu'on va faire au fur et à mesure du suivi du patient. Après, dans le MODOP, si on est devant des signes évocateurs d'un DHTR, même discret, retour CBO après une transfusion, syndrome thoracique aigu, fièvre, etc., enfin les urines foncées et tout. À ce moment-là, il faut prescrire en plus du bilan standard, bilan d'hémolyse, bilan infectieux, enfin selon les cas. Et il faut faire une bandelette urinaire. Et si elle est positive, on fera un ECBU pour justement distinguer s'il y a une hémoglobinurie ou une hématurie. Il faut évaluer le rendement transfusionnel, ça c'est très très important, par une NFS plus l'électrophorèse de l'hémoglobine qui permettra de faire le nomogramme parce qu'on a déjà fait un bilan de 24 heures post-transfusionnel qui est de référence. Donc on pourra comparer et évaluer de manière objective le rendement transfusionnel. Et à côté de ça, on va faire un bilan immunohémato. Là aussi, c'est là où il y a le changement. C'est qu'on va faire un bilan immunohématologique complet, c'est-à-dire on va faire des RAI standards, on va faire des RAI avec des techniques sensibilisées, on va faire un test de Coombs, on va faire une élution, même les tests de Coombs c'est négatif, donc on fera quand même une élution qui est considérée aussi une technique sensible parce qu'elle concentre l'anticorps, donc elle permet de l'identifier. Et on fera aussi, ça c'est la nouveauté aussi, on fera des tests de compatibilité sur les tubulures qu'on aura gardées le moment de la transfusion. Donc nous on les garde 1 mois. Donc s'il arrive quoi que ce soit pendant ce mois, on a le matériel pour aller tester justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, si l'anticorps atteint le seuil de la sensibilité des compacts. À ce moment-là, on ne pourra pas l'identifier, mais si les compacts accrochent, on pourra fortement le suspecter et à ce moment-là, on envoyera au CNRGS. Donc, ces examens, ils sont à répéter systématiquement. C'est ce que j'ai mis dans la courbe de manière schématique, mais c'est ça. C'est que même si on ne l'a pas à 1 semaine, peut-être à 2 semaines, 3 semaines, on peut identifier l'anticorps. Donc, c'est très important de répéter de manière systématique ces examens-là dans le temps. Après, si on a un DHTR avéré, donc on a tout, le nomogramme, etc., enfin toute la clinique, etc., qui donne un DHTR avéré, à ce moment-là, bon, on fera le jour même les bilans au laboratoire, mais on prévoit un envoi directement, parce que là, directement un prélèvement au CNRGS, qui lui est doté des hématies tests très rares, qui pourra lui identifier même les anticorps dirigés contre les antigènes privés. Par contre, s'il y a une absence de tout signe, si ça se passe bien, il est conseillé de faire un rendement transfusionnel dans le mois avec une électrophorèse de l'hémoglobine, une NFS. Par contre, pour les patients qui ont un DHTR, il est recommandé de faire ce contrôle de rendement transfusionnel, pas une fois dans le mois, mais le faire un J10, puis le refaire un J30. Et cela permet, avec le bilan qu'on a fait à 24 heures en post-transfusionnel, de voir s'il y a un rendement ou pas. Et s'il n'y a pas de rendement, on suspecte un DHTR. À ce moment-là, on reprend les explorations, c'était dans la diapo d'avant, c'est-à-dire devant une suspicion d'un DHTR. Voilà, merci de votre attention.